Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est littéralement un vrai casse-tête, mais qui est d'une importance capitale pour les avocats pénalistes, les personnes condamnées à une peine ferme et bien sûr leurs proches. On va parler du calcul des remises de peine sous bracelet électronique. Parce que oui, depuis ce fameux décret du 8 avril 2026, la donne a complètement changé. Le but du jeu, ce n'est plus seulement d'obtenir ce fameux bracelet, c'est surtout de comprendre la mécanique hyper technique pour réduire sa peine et, plus important encore, d'éviter les pièges qui peuvent vous faire perdre les jours que vous avez déjà durement gagnés. Pour y voir clair, on va procéder par étapes. On va d'abord faire un point sur l'état du droit en 2026, on passera ensuite à la méthode de calcul pure et dure, on identifiera ce qu'on appelle le piège du régime transitoire, on parlera des retraits et des sanctions, et on finira par les garanties procédurales devant le juge de l'application des peines. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, l'état du droit en 2026, avec un focus sur ce décret du 8 avril et la bascule des régimes. Il faut bien comprendre qu'on a assisté à un changement radical de philosophie. Avant le 1er janvier 2023, on fonctionnait avec un système de crédit de réduction de peine. En gros, c'était presque automatique. On comptait, par exemple, 7 jours en moins par mois, par défaut. Mais avec le régime post-2023 régi par l'article 721, c'est terminé. C'est désormais un système basé à 100% sur le mérite. Le juge peut accorder jusqu'à 6 mois de réduction par an, mais uniquement, et j'insiste là-dessus, uniquement si la personne prouve sa bonne conduite et fait de vrais efforts de réinsertion. Plus rien n'est acquis d'avance. Et là, il y a un principe fondamental qu'il faut garder en tête. L'article D115-1 du Code de procédure pénale est très clair. Les réductions de peine s'appliquent tout à fait aux peines effectuées sous bracelet électronique. En fait, le bracelet ne fait pas disparaître la peine. Il change juste la façon dont on l'exécute. Donc, le droit aux remises de peine reste totalement valable, à condition, bien sûr, de cocher toutes les cases légales de bonne conduite dont on vient de parler. Passons à la pratique. C'est notre deuxième point. Comment on calcule concrètement cette date de fin de peine ? Autant vous le dire, sortir une date de libération fiable, c'est une vraie recette de cuisine juridique qui demande une rigueur absolue. Étape 1. On prend la peine ferme, nette, prononcée par le tribunal. Étape 2. On déduit le temps déjà passé en détention provisoire, parce que chaque jour compte. Étape 3, et c'est souvent là que ça se complique, on identifie le régime légal applicable selon la date d'écrou, donc avant ou après 2023. Et enfin, étape 4, on soustrait les réductions qu'on peut espérer obtenir ou qui ont déjà été accordées. Si on saute une seule de ces étapes, le calcul est faux. Et pour vous montrer à quel point c'est technique, regardez cette jurisprudence. La Cour de cassation, en octobre 2019, a rappelé une règle stricte. Pour une personne qui est libre, mais qui se trouve en état de récidive légale, l'aménagement de peine, comme le bracelet, n'est même envisageable que si la peine, ou le reste de la peine à faire, est inférieur ou égal à 1 an. Les antécédents de la personne viennent donc verrouiller les plafonds d'accès. Ce qui nous amène directement à notre troisième section, le piège absolu du régime transitoire lié aux dates de mise sous écrou. Imaginez un peu la chronologie. Prenons quelqu'un qui est placé en détention provisoire avant 2023. Logiquement, on se dit qu'il bénéficie de l'ancien système, celui des crédits automatiques qui était plus favorable. Cette personne est ensuite libérée, mais suite à sa condamnation définitive, elle est réincarcérée après 2023. Et là, c'est le drame juridique. Quel régime on applique, l'ancien ou le nouveau ? Eh bien, la Cour de cassation a tranché la question de manière assez spectaculaire le 3 décembre 2025. Sa décision est claire. Une personne écrouée avant 2023, puis libérée, puis réécrouée après le 1er janvier 2023, bascule automatiquement dans le nouveau régime. Une nouvelle incarcération déclenche immédiatement la nouvelle loi au mérite, beaucoup plus stricte. C'est une bascule invisible qui peut effacer des mois de réduction de peine potentielle. C'est pour ça qu'il faut éplucher la fiche pénale date par date. Et ça fait une transition parfaite pour notre quatrième point, les retraits et les sanctions. Parce que gagner des jours, c'est bien, mais on peut les perdre très vite. C'est là que le fameux décret du 8 avril 2026 frappe très fort. Ce texte lie désormais directement les incidents graves avec la perte de vos réductions de peine. Vous faites attraper avec un téléphone portable ou des stupéfiants en détention, ou alors vous ne respectez pas les horaires de votre bracelet électronique. La sanction disciplinaire ne s'arrête plus au mur de la prison. Elle vient amputer directement votre date de fin de peine. On vous reprend les jours qu'on vous avait donnés. Mais, et c'est un grand mais, le juge a des limites. La Cour de cassation, dans un arrêt de mars 2020, a posé un délai couperet de 4 mois. Si l'incident a eu lieu pendant la détention provisoire, le juge a exactement 4 mois à partir du moment où la condamnation est mise à exécution pour ordonner le retrait des jours. S'il dépasse ce délai, c'est terminé, il ne peut plus utiliser cet incident pour sanctionner. Le chronomètre est donc une arme de défense redoutable. Alors on entend souvent dire « on ne peut pas être puni 2 fois pour la même chose ».
C'est le principe du non bis in idem. Eh bien, en mai 2018, la Cour a dit « Attention, retirer un aménagement de peine, ce n'est pas une nouvelle sanction pénale. C'est juste modifier la façon dont on exécute une peine qui existe déjà. » Ce qui veut dire qu'une personne sous bracelet peut parfaitement perdre son aménagement parce qu'on a trouvé de la drogue chez elle et se retrouver en plus condamnée au pénal lors d'un nouveau procès pour cette même drogue. Les deux se cumulent sans problème. Et un petit mot sur les réductions de peine exceptionnelles de l'article 721-4. Récemment, en mai 2026, la jurisprudence a été très claire. C'est une option, pas un droit. Même si une personne a un comportement absolument exemplaire ou héroïque, le juge a le pouvoir total de refuser cette réduction supplémentaire. Il n'y a aucun automatisme, la demande doit être béton. Heureusement, face à toute cette sévérité, il y a des règles du jeu. C'est notre 5e et dernière partie, les garanties procédurales devant le juge de l'implication des peines. Le Code de procédure pénale prévoit des garde-fous très stricts, notamment à l'article 712-19. La Cour de cassation, fin 2019, a insisté sur un délai impératif. Si un incident sous bracelet entraîne une incarcération provisoire, le juge a 15 jours, pas un de plus, pour organiser un débat contradictoire, prendre sa décision et la notifier. 15 jours. Si ce délai n'est pas respecté, la loi est formelle. La personne doit être libérée immédiatement. L'autre garantie absolue, c'est le respect du principe contradictoire. Un arrêt de juin 2020 interdit à la justice de fonder sa décision sur des éléments qui sortiraient de nulle part. On ne peut pas cacher un rapport défavorable du service de probation et s'en servir pour refuser un aménagement. Chaque pièce du dossier doit pouvoir être discutée et contestée ouvertement en présence de l'avocat de la défense. Pas de surprise à l'audience. Alors, comment on fait concrètement pour s'en sortir ? Eh bien, la constitution du dossier, c'est le nerf de la guerre. Pour obtenir ou garder ce fameux bracelet, il faut arriver avec un dossier irréprochable. La copie du jugement, un relevé de situation pénale parfait, un justificatif de domicile béton, un contrat de travail ou une formation en cours, des preuves de suivi médical s'il le faut, et le point crucial qu'on oublie tout le temps, la preuve qu'on a commencé à indemniser la victime. C'est comme ça qu'on démontre les efforts sérieux de réinsertion qu'exige la nouvelle loi. Pour conclure tout ça, on peut légitimement se poser une question. Quand on voit les pièges des régimes transitoires, la sévérité du décret d'avril 2026, les sanctions qui s'additionnent et ces délais extrêmement courts imposés par la Cour de cassation, est-ce qu'on peut sérieusement imaginer se lancer dans le parcours de l'application des peines sans l'expertise d'un avocat pénaliste ? La réponse me semble assez évidente. Aujourd'hui, maîtriser la procédure compte au moins autant que le bon comportement sous bracelet. Voilà qui termine notre décryptage d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle analyse.